Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. On ne peut pas dire que ce mois de novembre démarre de la meilleure des manières pour le marché crypto. On pensait que l'on aurait Uptober, on s'est bien trompé. Le mois de novembre, on a en moyenne 46% d'hausse sur le Bitcoin. C'est le mois le plus lucratif de l'année. Sauf que la dernière fois qu'on a clôturé octobre dans le rouge, le mois de novembre qui a suivi, on s'est mangé 36% de baisse. Et au moment où je tourne cette vidéo, on vient d'avoir une liquidation de 632 millions de positions longues sur Bitcoin, ce qui porte le total à 837 millions de positions sur les dernières 12 heures et 1,08 milliard sur les dernières 24 heures. Alors on est loin des 19 milliards qu'on a connus le 10 octobre, mais on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Ensuite, ça c'est quand même hallucinant, c'est comment ça s'arrête au niveau des traders. En ce moment, tout le monde est en train de vendre. Malgré les niveaux excessivement bas, eh ben, les gens vendent par précaution, je ne sais pas, mais c'est du jamais vu sur Gate.io et sur Bybit depuis des années. Les gens sortent des altcoins et sortent même de Bitcoin et d'Ethereum. Tout le monde va dans les stablecoins. Voilà, on est sur les faire fructifier, pourquoi pas. Est-ce que j'ai switché en mode bearish? Pour l'instant, en tout cas, c'est les ETF qui l'ont fait. Puisque là, ça fait déjà pas mal de jours qu'ils vendent beaucoup de Bitcoin. Ici, on peut voir la semaine passée, 1000 Bitcoin de négatif, 4000. Pour l'instant, BlackRock, c'est ceux qui vendent le plus, 2000 Bitcoin de vendus jeudi. Quand on y pense 2 secondes, oui, c'est bearish, mais quand on réfléchit un peu plus, BlackRock et les ETF s'adaptent simplement à la demande des clients. Et pour l'instant, en tout cas la semaine passée, il y avait un désintérêt, il y a une peur. Et en général, c'est la peur qu'il faut acheter. On le voit ici sur ce graphique, souvent quand on a fait des gros pics ici baissiers sur les ETF, même si ça paraît un petit peu bizarre, même si plus personne ne croit à une montée potentielle sur le Bitcoin, en regardant l'historique, quand il y a eu beaucoup de ventes sur les ETF, on était souvent beaucoup plus proche d'un dip que d'un... Balancer, regardez, comme on peut le voir ici, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Le balance, on peut voir la V2, par exemple, je parle même pas de la V1 parce que là c'est la V2 qui a été piratée. La V2 a été lancée en mi-2021. Avril-mai 2021, ça a été lancé et ça a très vite attiré énormément d'argent. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, on a du code qui existe depuis plus de 4 ans, qui du jour au lendemain a été hacké. Ça fait extrêmement peur, je vais pas vous mentir. En termes de probabilité, je pense qu'il y avait quand même pas beaucoup de personnes qui avaient prédit ça. Alors, malgré tout, il faut savoir que Balancer, c'est pas la première fois qu'ils ont des problèmes de sécurité. On peut voir ici les divers piratages qu'ils ont eu par le passé. Ils ont eu des problèmes en 2020 et en 2023. Il y a eu au moins 2 problèmes, notamment 2 attaques par flash loan en 2020 et en 2023. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes sur Balancer. Ils sont... Voilà, quelques personnes qui ont déjà critiqué par le passé Balancer à cause de ça, parce que oui, effectivement, ils ont déjà perdu de l'argent. Mais honnêtement, je connais personne qui pensait que voilà, c'était susceptible d'être victime d'un piratage de centaines de millions de dollars. Alors, est-ce que vous savez ce qui s'est passé sur Berachain? Berachain, vous ai dit, il y avait beaucoup de jetons sur Berachain. Et bien, Berachain a stoppé le réseau. La blockchain Berachain, c'est une blockchain. Les validateurs, la fondation, je ne sais comment ils se sont coordonnés, mais ils ont dit stop, on arrête tout le réseau. Ça montre aussi l'aspect centralisé d'une blockchain qui peut décider du jour au lendemain d'arrêter un réseau pour un piratage. C'est qu'il y a quand même une très forte coordination et une certaine centralisation de cette blockchain. Donc, ils ont décidé de stopper tout ça pour pouvoir faire un rollback et empêcher l'attaquant de garder les fonds. Sur d'autres blockchains aussi, il s'est passé des choses bizarres. Sur Sonic, c'est pas clair ce qui s'est passé. Parce que l'attaquant aurait récupéré les fonds en jetons S de Sonic, mais après, le nombre de jetons qu'il avait sur son wallet ont disparu. Comme ça, d'un coup, sans explication, sans transaction. On attend plus de détails sur ça aussi. Donc Sonic semble être intervenu aussi. Et en termes de raison pourquoi le piratage a eu lieu, on est sur une faille de sécurité très complexe. On n'est pas sur un flash loan, on n'est pas sur une attaque de reentrancy, on est en fait sur un problème au niveau des arrondis. C'est un problème de mathématiques au final. Et il faut savoir que sur Solidity et sur ce type de langage, il faut faire très attention aux arrondis. Si on arrondit mal, on arrondit un peu trop bas quand on prend des jetons avec des échelles différentes et autres, il peut se passer des gros problèmes. Et là, c'est un problème d'arrondi. Donc voilà, il y a eu ce petit souci d'arrondi. L'attaquant, il suffit qu'il y ait un tout petit problème d'arrondi, on arrondit trop vers le bas ou vers le haut, et il peut amplifier cette problématique et se retrouver à manipuler le prix et voler les fonds. On attend plus de détails sur un
post-mortem, excusez-moi, de Balancer. On n'en a pas encore, mais ça montre qu'il y a encore des problématiques dans la finance décentralisée, dans la sécurité de la finance décentralisée qui doivent encore être résolues. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des attaques de reentrancy très importantes, mais là, je pense qu'on est en train de voir de plus en plus ce type d'attaque. Et qu'est-ce que ça démontre aussi? Ça démontre en fait que malgré tout, un protocole qui a été largement audité, regardez, là on est sur les divers audits qui ont été réalisés sur la version 2 de Balancer. C'est juste énorme. Il y en a beaucoup, il y en a une dizaine. Alors oui, c'est pas chaque fois sur le même code, etc. Mais le protocole en lui-même a déjà été audité plus de 3 fois. Et malgré tout, il y a eu cette problématique de sécurité. Fed, un peu de Fed, même beaucoup de Fed. Un compte sur Twitter a affirmé que Wintermute allait attaquer Binance en justice. Le CEO a immédiatement démenti. Il a qualifié cette information de bullshit, de pure connerie. Mais malgré ce démenti, la panique a fait effet. Le marché a glissé dans la foulée. Preuve qu'il suffit malheureusement parfois d'une rumeur pour allumer la mèche dans une atmosphère aussi tendue. Ce qui est fou, c'est que les bonnes nouvelles font pas bouger le marché. Les rumeurs nous mettent dans une situation très compliquée. Depuis les années 70 qui ont vu les derniers budgets équilibrés aux USA, la dette publique de l'Amérique connaît une croissance parabolique. Trump le sait bien et tout le monde le sait, mais pourtant personne ne fait rien. Étrange, non? Il y a bien eu une tentative de baisser la dépense publique avec le département du Doge d'Elon Musk, mais il s'est violemment heurté à ce que l'on appelle le Deep State, à savoir toute l'administration américaine qui est totalement en roue libre. Et je ne plaisante pas, l'administration dispose même d'au moins 14 ordinateurs qui émettent des paiements sans contrepartie comptable. I think we found now 14 magic money computers. 14, okay. They just send money out of nothing. Musk s'est donc pris le mur de cette réalité de plein fouet et Trump ne l'a pas sauvé car je pense qu'il sait très bien que politiquement, il aurait pu être jeté avec l'eau du bain. À l'inverse, Trump a décidé de prendre le parti de la séparation entre la dépense publique, ainsi que de tous ceux qui en dépendent, et du secteur privé, en laissant courir les dépenses en dollars, mais en baissant le plus possible les impôts, afin que le public se crache tout seul contre le mur de la dette, car la courroie de transmission entre le privé et le public serait cassée via les baisses d'impôts. Je vous expliquais tout ça dans une vidéo d'avril 2025, le dollar est mort, vive les USA, car c'est bien le dollar qui se crache et l'industrie américaine qui pourrait renaître de tout ce grand bazar. Pour autant, les USA sont en train de se mettre plus ou moins tacitement d'accord sur un plan pour prolonger la fête. Saisir l'opportunité des stablecoins pour que la musique continue de jouer encore un peu plus longtemps. Et s'ils sont assez malins pour acheter des bitcoins en masse, les USA pourraient même jouer un tour de cochon fantastique au monde une fois de plus. And today, ladies and gentlemen, we must admit that crypto's time has come. Voici ce que déclarait Paul Atkins, le président de la SEC début septembre. Et quand on se souvient de Gary Gensler, on ne peut que constater que les temps changent. Alors allons-y. Visa étend les paiements en stablecoin à toute l'Amérique latine. Goldman Sachs prépare le trading tokenisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le marché des bons du trésor. La Chine envisage d'autoriser des stablecoins adossés au yuan. Et c'est pas fini. Aux Émirats, les compagnies aériennes acceptent les cryptos comme moyen de paiement. Et enfin, cherry on the cake, même l'Union européenne envisage de lancer leur CBDC sur Ethereum ou Solana. Bon, alors concernant l'Union européenne, ne vous faites pas trop d'illusions, car sur le sujet de l'euro numérique, il patauge complètement. Mais bon, quand même, ne boudons pas notre plaisir et constatons que la dynamique est bel et bien là. À ce contexte ajoute une dynamique réglementaire sans précédent, le Genius Act légiférant sur la question des stablecoins, qui vient d'être adopté. L'impensable vient de se produire. Pour la première fois en 16 ans d'existence, Bitcoin fait pâle figure face à l'or. L'or vient d'exploser à 4 380 $ l'once, plus 60% depuis janvier, du jamais vu depuis 1979. En face, Bitcoin grimpe jusqu'à 126 500 $, un nouveau record. Mais c'était avant que Donald Trump n'ait enterré une nouvelle fois les espoirs haussiers avec ses tarifs douaniers. La panique s'empare du marché et les liquidations records font dégringoler Bitcoin jusqu'à 103 500. Malgré le rebond récent, le résultat sur l'année ne dépasse pas 20%. Pour couronner le tout, les adeptes de l'or s'en donnent à cœur joie pour décrédibiliser le Bitcoin. Alors forcément, vous vous posez la question, est-ce que l'or va continuer à ridiculiser Bitcoin pour les prochaines années? Voilà ce que je vais vous révéler. Pourquoi cette divergence se produit maintenant et pourquoi ce n'est pas du tout ce que vous croyez? Les 4 forces qui propulsent l'or à des sommets jamais vus, et pourquoi elles ne vont pas s'arrêter? Et surtout, qu'est-ce que ça présage pour le futur de Bitcoin en tant que valeur refuge?
Parce que ce qui se joue à présent, ce n'est pas une simple confrontation or versus Bitcoin, c'est la reconfiguration complète du système monétaire mondial. Et vous êtes aux premières loges. Donc finalement, quasiment personne utilise mes liens d'affiliation. Et en gros, vous voyez, j'ai montré par exemple Mex, qui est une plateforme d'affiliation. Voilà, depuis le début, vous voyez, j'ai 64 centimes à récupérer. Depuis le début, ça fait 1 an et demi que je partage Mex. J'ai touché 112,71 € et c'est à peu près la même chose sur toutes les plateformes. Cette semaine s'annonce ultra importante sur le plan macro. Pratiquement chaque jour, une statistique américaine peut venir faire bouger le marché et forcément, le Bitcoin risque d'en sentir les secousses. Aujourd'hui, on ouvre le bal avec l'ISM Manufacturing PMI d'octobre, attendu à 49,1 contre 42,2 le mois dernier. En clair, l'industrie américaine reste sous la barre des 50 points, ce qui signale toujours une contraction du secteur manufacturier. Si l'indice plonge encore, ça pourrait renforcer les craintes de ralentissement économique et potentiellement raviver les espoirs d'un assouplissement monétaire à venir. Mardi, on aura les offres d'emploi JOLTS, un indicateur très suivi par la Fed. Le chiffre est attendu à 7,22 millions en léger recul. Une baisse de ce nombre montre que le marché du travail se détend et ça, c'est exactement ce que la Banque centrale veut voir pour calmer l'inflation. En revanche, si le chiffre sort plus haut, les marchés pourraient craindre que la politique restrictive de la Fed se prolonge encore. Mercredi, c'est la journée la plus dense avec un triple combo. Le rapport ADP sur l'emploi privé, prévu à moins 32 000, un signe de ralentissement possible. Le PMI des services S&P Global attendu à 54,2 et l'ISM Service PMI attendu à 50 tout rond. Ces données permettront de savoir si les services qui représentent une énorme part de l'économie US tiennent encore le choc. Si les chiffres résistent bien, ça soutiendra le dollar, mais pourrait peser sur les actifs comme le Bitcoin. Jeudi, c'est une avalanche d'inscriptions hebdomadaires au chômage sur plusieurs semaines glissantes. Ce n'est pas le chiffre le plus sexy, mais il reste ultra important. S'il monte, c'est un signal que l'emploi se fragilise. S'il baisse, c'est que l'économie encaisse encore bien le resserrement monétaire. Et enfin, vendredi, c'est le clou du spectacle. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3%. Les non-farm payroll, donc le NFP, sont attendus à 50 000 créations d'emplois contre 22 000 précédemment. Et le taux de chômage élargi under 6 pourrait grimper légèrement à 8,2%. Bon, si aujourd'hui vous voulez faire plaisir à vos investisseurs, vous n'avez plus besoin de présenter un bon produit, ni même une stratégie cohérente. Non, le secret c'est assez simple. Vous signez un deal avec OpenAI. C'est la nouvelle religion de Wall Street. Vous voulez que votre titre décolle, vous voulez que votre CEO passe pour un génie, vous voulez que votre boîte, même déficitaire, double de valeur. C'est pas grave, vous balancez les mots magiques, intelligence artificielle, partenariat stratégique, plusieurs milliards, et là c'est fini, les investisseurs vont s'évanouir de bonheur, et le contenu du deal c'est pas forcément super important, globalement on va dire qu'on s'en fout, et l'objectif c'est pas super important non plus, on s'en fout un tout petit peu aussi, mais tant qu'il y a un chiffre à 9,0 et le logo d'OpenAI à l'intérieur, ou de Nvidia quelque part sur la présentation PowerPoint, eh bien vous avez tout gagné. À partir de là, vous pouvez faire grosso modo n'importe quoi, licencier la moitié de vos employés, dire que vous êtes en phase de transformation stratégique, brûler du cash à coups de GPU et affirmer que c'est pour accélérer le développement de l'intelligence artificielle et paf, l'action, elle s'envolera. Bienvenue en 2025, le monde où la croissance ne se mesure plus en points de PIB, mais en teraflops. Et on voit aussi, on a des valorisations qui sont énormes sur le SP500. Alors aujourd'hui tout va bien, les publications se passent, plus de 60% des boîtes du SP500 ont publié, plus de 80% font mieux que ce qui est attendu, mais on voit déjà en termes de projection pour le 4e trimestre qu'on est quand même un petit peu prudent. On a d'ailleurs plus d'entreprises sur le SP500, parmi celles qui ont déjà publié, qui révisent à la baisse leur objectif de bénéfice net par action pour le 4e trimestre, plus à la baisse qu'à la hausse. Donc ça montre quand même un certain attentisme. Alors ça n'empêche pas les marchés américains pour le moment d'être toujours sur des records historiques, mais on voit que ça plafonne un petit peu. Alors je vais parler du VIX avant. Encore une fois, parce que pour moi, le VIX, c'est un bon indicateur de biais. Je pense que les indices peuvent quand même continuer de performer tant que le VIX n'est pas venu chercher ses plus bas annuels. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire ça absolument. C'est-à-dire que le VIX peut très bien repartir à la hausse sans venir purger les plus bas annuels. Mais je maintiens quand même ce biais de, ok, les indices, ça va quand même aller tant que le VIX n'a pas atteint ses plus bas. Sauf si élément catastrophique, peu importe ce qui pourrait se passer. Là, on commence à relancer le narratif récession aux États-Unis, etc. À chaque fois qu'ils nous parlent de récession, il y a souvent un dip et ensuite ça marque un bottom et une continuation haussière. Mais en tout cas, du côté du VIX, voilà, on peut maintenir un biais haussier sur les indices tant que le VIX n'est pas venu purger ses plus bas. Ce qu'il faut maintenant être capable de dire, c'est que de mon point de vue, on a les vrais premiers signes d'un essoufflement clair du marché depuis le point bas
qu'on a pu avoir en 2022 ici. Voilà. Niveau technique, on commence de nouveau à attaquer le RSI 50. Encore une fois, on ne l'a pas encore cassé, mais si on vient stabiliser en dessous, ça sent plutôt mauvais. Et en fait, le vrai signal, parce que pour l'instant, le signal n'a pas encore été vraiment validé, ce sera bien évidemment une cassure de la zone des 100 000 $ et une stabilisation en weekly sous la zone des 100 000 qui sera confirmée par une cassure du RSI 50. Et là, de mon point de vue, je suis désolé, mais on aura toutes les caractéristiques pour avoir une véritable correction qui va se mettre en place sur le Bitcoin. Voilà. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore validé, mais de mon point de vue, on n'a jamais eu des signaux qui tendent autant vers ce scénario-là. En tout cas, s'il faut choisir aujourd'hui un biais, parce qu'en fait, on passe notre temps à choisir des biais. Il y en a qui vont avoir des biais haussiers, neutres, plutôt baissiers. J'ai longtemps été sur un biais plutôt haussier jusqu'à ce qu'on ait ces rejets ici. Notamment le dernier rejet ici à 125 000. Là, globalement, j'ai vraiment commencé à changer mon fusil d'épaule. Je vous propose de parler d'une donnée extrêmement importante à mes yeux, qui est la position des investisseurs long terme vis-à-vis du marché. Parce que selon moi, c'est eux qui représentent au mieux la vision que l'on peut se faire en tant qu'investisseur de ce qui se passe à l'heure actuelle sur le marché des crypto-monnaies et particulièrement sur le marché du Bitcoin. En effet, si on regarde un petit peu leur positionnement à l'heure actuelle, eh bien, on constate que ceux-ci ont basculé en phase de vente. Alors, une phase de vente, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en train de liquider totalement leur position. D'ailleurs, on remarque que cette phase de vente, bien qu'elle soit présente à l'heure actuelle depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, on est quand même très loin de ce qu'on avait pu avoir, notamment en janvier 2021, voire en janvier 2024, moment où là, on avait vraiment eu un basculement au niveau du marché. Mais cette information nous renvoie directement le sentiment qu'ont ces investisseurs vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. C'est clairement le fait que celui-ci manque de traction et que, pour l'heure, ceux-ci préfèrent liquider une partie de leur investissement, voire une grosse partie de leurs investissements, pour se repositionner sur d'autres classes d'actifs. Ce qui est important ici à noter, c'est que la vente de ces investisseurs long terme, c'est pas là pour aller basculer sur des altcoins et donc aller faire une alt season, plutôt de l'argent qu'ils vont récupérer sous forme de stablecoin, soit pour le réinjecter plus tard dans un moment opportun, soit pour se diversifier et se tourner vers d'autres classes d'actifs comme les métaux précieux, les actions, les obligations, etc. etc. On remarque quand même, et c'est selon moi ça qui est intéressant, qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment une phase d'achat relativement importante de la part de ces investisseurs, ce qui montre que là, il y avait vraiment une confiance très importante des investisseurs long terme au niveau du marché, alors même encore une fois que ceux-ci sont positionnés pour du long terme, et donc là on parle plutôt en années plutôt qu'en semaines ou en mois, mais effectivement, le manque de traction les pousse petit à petit à se séparer de leur position, ce qui montre, encore une fois, un désintérêt de la part du marché, ce qu'il faut bien le dire, n'est pas trop une bonne nouvelle pour... Les NFT qui ont connu leur heure de gloire au cycle dernier, et plus précisément, un top le 6 avril. Regardez-moi ça, le market cap global des NFT. Le 6 avril, on était à 16,6 milliards de dollars, et aujourd'hui, on peine aux alentours des 4,3. Donc, c'est, on va dire, un petit divisé par 4. Ça fait mal au cul, évidemment, mais croyez-moi, ça fait encore plus mal au cul pour certaines personnes qui ont holdé certaines collections NFT. On va y revenir directement, sachant que au cycle dernier, quasiment tous les NFT hypés étaient que sur Ethereum, quelques-uns sur Solana, mais bon, c'est venu un peu après, et après, ça s'est démocratisé sur plein de blockchains différentes. Maintenant, dès qu'il y a une nouvelle blockchain, il y a des NFT dessus, mais à l'époque, quasiment tout était sur Ethereum, et l'ETH valait à cette époque, si on va à peu près au 6 avril, ça valait quelque chose comme, si je retrouve, plus ou moins, on va dire 3 000 $. Entre 3 000 et 3 200 $, sachant qu'aujourd'hui, on est à 3 700. Et d'ailleurs, pour le petit comparatif qui va aussi vous faire mal au cul, je pense, c'est qu'à cette époque-ci, Bitcoin valait moins de 45 000 $. Et donc, ça donne une fois plus raison au maxi BTC. Bravo à vous. Bref, du coup, quand je vais faire mes calculs, je prendrai, on va dire, un Ether à 3100 pour faire un petit peu l'avant-après. Qu'est-ce que c'est devenu? Et donc, on commence directement avec la plus grosse collection NFT de l'époque, les CryptoPunks. Actuellement, ils ont un floor price. Donc, un floor price, c'est un prix plancher, c'est le prix le moins cher. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les NFT, si vous voulez, il y a différentes raretés. Donc, en fait, tous ne se valent pas. Certains NFT peuvent valoir plus que 10 fois le floor price, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont acheté des NFT très rares d'une certaine collection à une époque. Et au final, les raretés maintenant, les gens s'en foutent un petit peu. Et donc, ils ont perdu encore plus. C'est pour ça que, on va y revenir, mais
concernant les Bored Ape, les raretés, c'était un truc de fou, les gens adoraient ça. Et donc certaines personnes ont acheté des NFT qui valaient des millions de dollars et qui maintenant valent un petit 5 chiffres. Donc ça fait grave mal au cul. Bref, on vient revenir comme je disais. Pour l'instant, on parle des CryptoPunks. Alors les CryptoPunks, je vous le dis, actuellement, ça coûte 37 Ethers. Donc 37 Ethers, c'est quand même 137 000 $. Donc ça reste une somme très conséquente. Par contre, à la belle époque, et encore en avril de 2022, on était dans un petit creux, ça valait environ 150 Ethers. 150 Ethers, ça fait environ 450 000 $. Donc on va dire qu'on est sur un plus que divisé par 3, ce qui n'est pas si dramatique que ça. Quand on voit certains altcoins qui ont pris des divisés par 10, finalement les CryptoPunks, c'était finalement pas un si mauvais investissement dans la perte qu'on a connue depuis le cycle dernier. Toujours est-il que cette collection, il faut comprendre qu'elle est vraiment à part. C'est une collection iconique, c'est la collection NFT la plus capitalisée, d'ailleurs encore aujourd'hui. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.